Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny, et il s'agit aujourd'hui de notre 5e épisode enregistré à distance. Et on avait envie de vous parler d'un très très gros succès de ces dernières années à Broadway, c'est-à-dire la comédie musicale The Book of Mormon. Mais alors, de quoi ça parle, Book of Mormon? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une comédie musicale qui va s'intéresser à la religion mormone, donc une religion dérivée du christianisme qui est née aux États-Unis au 19e siècle. Et on va donc suivre l'histoire de deux jeunes mormons, Elder Price et Elder Cunningham, au moment où ils doivent partir pour leur mission de 2 ans, mission traditionnelle en fait que chaque jeune mormon doit effectuer à sa majorité. Ils vont partir en Ouganda pour répandre la bonne parole, mais ils vont alors découvrir un pays ravagé par la famine, la guerre, le sida, et ça va quelque peu chambouler leurs certitudes et les obliger à s'adapter. Alors, Book of Mormon, c'est une comédie musicale qui a été créée par Trey Parker, Matt Stone et Robert Lopez. Alors, Trey Parker et Matt Stone, ils sont très connus pour être les créateurs de la célèbre série d'animation South Park. Et bon, ils ont déjà en fait un passif avec la comédie musicale, puisque par exemple, le film South Park, qui est sorti en 1999, était musical. Et le troisième larron, donc Robert Lopez, c'est le co-auteur de la musique d'Avenue Q en 2003, une autre comédie musicale humoristique et très provocatrice. Et plus tard, il sera avec Christine Anderson Lopez, donc son épouse, le compositeur de Frozen, la comédie musicale de Disney. Donc évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Effectivement. Alors, la mise en scène est assurée par Trey Parker avec Casey Nicholaw. Alors, Casey Nicholaw, par la suite, il mettra en scène notamment Something Rotten, Mean Girls ou encore récemment The Prom. C'est un metteur en scène qui est assez tourné, donc visiblement vers les comédies. Et il est également chorégraphe sur Book of Mormon. Il a par ailleurs chorégraphié Spamalot en 2005 ou encore Aladdin en 2014. C'est vrai que c'est un show qui est relativement assez dansé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les comédies musicales contemporaines sur Broadway. Book of Mormon, ça s'inscrit par ailleurs dans une tendance qu'on pourrait dire inaugurée à partir du début des années 2000, celle des comédies musicales comiques, avec un humour vraiment très corrosif, très adulte, on y reviendra. On peut ainsi voir une filiation entre The Producers en 2001, donc comédie musicale adaptée du film de Mel Brooks, puis Avenue Q en 2003, Spamalot en 2005, Frankenstein Junior, encore une adaptation de Mel Brooks, et Something Rotten en 2015. Donc on a toute une série de comédies musicales qui vont donc, en mettant en avant tout la dimension comique, amener à Broadway un public plus jeune et un peu plus masculin également. Book of Mormon ouvre à Broadway en mars 2011. Donc c'est un énorme succès, il reçoit notamment 14 nominations aux Tony, ce qui est quand même assez énorme, et 9 Tony, dont meilleure comédie musicale, meilleur livret, meilleure musique et meilleure mise en scène. Alors il y a depuis quelques années des rumeurs d'adaptation cinéma, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, on verra si ça arrive un jour. Encore une rumeur d'adaptation cinéma qui tarde à, à se concrétiser. Oui, c'est sûr, elles sont nombreuses. Alors, on va dans un premier temps vous donner nos avis un peu perso, et notamment l'avis de Fanny, qui a eu la chance de voir Book of Mormon à Londres. Alors oui, pour la 3 000e fois à l'antenne de ce micro, je me permets de rappeler que j'ai eu la chance de gagner la loterie pour aller voir Book of Mormon à Londres en 2013. Donc c'était génial, c'était d'autant mieux que j'étais au premier rang, au milieu, donc vraiment, en plein cœur de l'action. J'ai trouvé ça évidemment hyper catchy, hyper drôle. Il y avait quelques numéros qui m'ont vraiment impressionnée et notamment par leur aspect, dansé et assez, spectaculaire, hein, je pense à la scène d'ouverture, hein, Hello, sur laquelle on reviendra, ou encore le Spooky Mormon Hell Dream. Mais de manière générale, j'ai été un petit peu mal à l'aise avec certaines blagues sur les Africains, l'humour, scatologique et borderline étant moyennement mon truc, on va dire en général.
Et en fait, c'est que comme souvent, je ne savais pas grand-chose en allant, à cette comédie musicale, hormis le fait que c'était un très grand succès, donc ça explique aussi sans doute pourquoi j'étais peut-être pas prête à un certain type d'humour. Mais bon, malgré tout, c'est une comédie musicale que j'aime beaucoup et que j'ai eu beaucoup, beaucoup plaisir à réécouter par la suite, et notamment du fait du caractère humoristique des chansons et des nombreuses, blagues musicales qui font que la bande originale se suffit presque à elle seule, tant c'est déjà très riche, d'un point de vue comique, dans la musique. Oui, oui, effectivement, la bande son est géniale. Moi, j'ai pas eu de la chance de le voir sur scène, j'aimerais beaucoup. Si un jour on peut retourner au théâtre et notamment à Londres, je pense que j'irai le voir. Mais voilà, j'ai écouté le disque du cast original de Broadway un nombre incalculable de fois. Et voilà, c'est vraiment, ça fonctionne en tant que tel, c'est-à-dire que les chansons sont extrêmement drôles dans les paroles, et puis elles sont musicalement assez géniales, c'est très catchy, c'est très bien écrit, ça explore plusieurs styles différents en faisant souvent des pastiches ou des parodies. Mais voilà, c'est vraiment très très plaisant à écouter. Alors, on va à présent vous dire quelques mots des différents, personnages, à commencer par, celui qu'on peut qualifier de héros de l'histoire. Enfin non, peut-être finalement qu'il y a 2 héros. Enfin, en tout cas, au Ouais. début, on va dire que c'est sur lui que ça se concentre. Il s'agit donc du personnage de Elder Price, donc Kevin, un de ces 2 jeunes mormons qui va partir en mission. Oui, alors c'est un personnage de jeune mormon très fervent et qui prend vraiment au sérieux sa mission. Dans le cast original, il était joué par Andrew Rannells, donc un acteur que vous avez sûrement vu notamment dans des séries. Moi personnellement, je l'ai découvert dans le rôle d'Elijah dans la série Girls, Il a aussi joué dans The New Normal de Ryan Murphy et dans The Prom de Murphy également. qui va sortir bientôt sur Netflix, c'est ça? Oui. Il a aussi été notamment King George III dans Hamilton. Il a remplacé quelques semaines Jonathan Groff. Et on l'a vu aussi dans le revival de Falsettos en 2016 à Broadway. Donc voilà, c'est un acteur très prolifique. Deuxième protagoniste, donc son, compagnon de mission, Elder Cunningham, donc Arnold. Il s'agit donc d'un autre type de jeune mormon, moins animé par une ferveur authentique que par le désir de faire plaisir à ses parents et notamment à son père en s'engageant dans, la religion mormone. C'est une sorte de stéréotype du geek ou du nerd Ouais. qui est, joué par, des acteurs, au physique, qu'on dira, atypique, enfin pas systématiquement, mais en tout cas la personne qui a créé le rôle, c'est Josh Gad qui est, donc, assez habitué, hein, des rôles comiques. Il a également joué le fou dans le remake de La Belle et la Bête, ou, également Olaf dans Frozen. Oui. Alors c'est un rôle qui a été joué aussi plus tard par Ben Platt. Donc pour le coup Ben Platt qui Josh Gad est assez gros alors que Ben Platt c'est pas le cas. Et d'ailleurs dans la chanson Man Up, il y a une réplique à un moment, c'est Listen to the fat white guy. Et lorsque c'est Ben Platt qui le joue ou un autre comédien qui n'est pas gros, fat est remplacé par weird. Donc, je trouve ça assez marrant. Voilà, par ailleurs, sur Ben Platt, il y aurait beaucoup à dire sur le changement de persona qu'il a effectué un peu au fil des années, passant de personnage de geek un peu timide, etc., à, voilà, par exemple, dans The Politician, où il a un rôle, au contraire, de jeune homme ambitieux, où il est plus proche presque de Elder Price que de Elder Cunningham. Je trouve ça intéressant. Oui, parfois la différence, entre les 2 elders, n'est pas aussi marquée que dans le cast original. Au fil des distributions, ça fonctionne pas toujours aussi bien. On Ouais. reviendra tout à l'heure sur la complémentarité entre les 2, mais c'est pas toujours aussi marqué. Mais en tout cas, dans ce cast original, c'était vraiment très, très marqué. Alors, autre personnage, c'est Nabulungi, qui est en fait la fille du guide africain qui va faire découvrir l'Ouganda aux 2 jeunes mormons, et voilà, qui va devenir leur amie, et notamment qui va se rapprocher de Elder Cunningham. Elle est interprétée donc dans le cast original de Broadway encore une fois par Nikki M. James, qui a d'ailleurs reçu le Tony du meilleur second rôle féminin. Et qui avait joué Éponine dans le revival de Broadway, des Misérables de 2014. Ouais. On a aussi les autres habitants du village ougandais, notamment donc le père de Nabulungi qui va accueillir les missionnaires. Dans le cast original de Broadway, il était interprété par Michael Scott, qui est un acteur assez connu qu'on a vu notamment dans The Wire. On a aussi le méchant de l'histoire, le général Butt Fucking Naked, ça donne un peu le ton de la pièce,
qui est un chef de guerre qui était dans le cast original, interprété par Brian Tyree Henry, qui est un acteur de cinéma, de théâtre, de télévision. On l'a vu notamment dans la série Atlanta. On a aussi d'autres personnages de Mormons, et notamment Elder McKinley, dont on va vous parler parce qu'il est l'un des personnages principaux du superbe numéro Turn It Off, et qui était dans le cast original, interprété par Rory O'Malley, qui a été nommé aux Tony Awards d'ailleurs. Et lui aussi, il a joué notamment King George III dans Hamilton. Et il apparaît également dans la saison 3 de Crazy Ex-Girlfriend. Et oui. Ah bon? Mais quand? Il fait le Danois. Ah, le Danois flippant de l'épisode film d'horreur. Oui, exactement. D'accord. Ah ouais, j'avais pas du tout percuté. Intéressant. Oh là là, on en apprend des choses dans le jazz. Et on trouve aussi donc dans, Book of Mormon diverses figures religieuses telles que Joseph Smith, donc le créateur du mormonisme, ou son ami, Brigham Young, ainsi que l'ange Moroni. Enfin, on a un certain nombre d'apparitions qui sont donc, jouées en fait par des acteurs, qui jouent plusieurs rôles, au cours de la pièce. Alors maintenant, on voulait un peu passer en revue. J'ai écrit les numéros marquants, mais en fait, je crois qu'au final, on passe en revue tous les numéros de Tous la les pièce. numéros. Et nous allons commencer par, évidemment, le numéro d'ouverture, Hello. Alors, c'est un numéro qui avait été présenté aux Tony Awards, donc facilement sur internet, vous pouvez retrouver donc une version, scénique un petit peu différente de ce numéro, mais qui donne un petit peu le ton. C'est un numéro qui va donc montrer les Mormons en train de faire du porte-à-porte et qui chantent donc «Hello» sur les notes de la, sonnette, on va dire les notes emblématiques d'une sonnette, lorsqu'on sonne à une porte. Et d'ailleurs, cette sonnette est emblématique de la comédie musicale au point qu'elle se retrouve, hein, sur l'affiche. Donc Mm. cette idée du porte-à-porte, c'est vraiment au fondement de la représentation qu'on fait ici des Mormons. C'est un numéro très efficace parce que c'est un numéro simple, pratiquement tout le temps parlé chanté, mais qui va reposer sur un jeu de synchronie entre les mouvements, les mimiques, les répliques des différents elders. Et ça pose d'emblée, en fait, cette idée que le groupe et la mission donc prime sur les individus qui la composent, puisqu'ils sont évidemment tous habillés pareillement avec leurs pantalons noirs, leur chemise blanche et leur cravate. Et on a vraiment cette idée d'ensemble uniforme jusqu'à la toute fin du numéro où apparaît Elder Cunningham qui va gâcher en quelque sorte cette belle mécanique avec d'une part un bruit de sonnette différent, un peu sacrilège si on peut dire, et il dit pas du tout hello ni l'argumentaire réglementaire, il va inventer autre chose. Donc ça annonce en fait dès cette première chanson qu'il va poser problème parce qu'il ne rentre pas dans le moule du jeune homme mormon idéal. Et c'est d'ailleurs tout ce que va raconter la pièce, c'est comment cette particularité va faire de lui le héros de l'histoire en fait à la fin. Eh oui, comme souvent dans les comédies musicales. Exactement. Numéro suivant, c'est Two by Two. J'adore ce numéro. Ouais, moi aussi, vraiment ça me fait tellement rire à chaque fois. Donc là, c'est le moment où les Mormons vont être envoyés donc en binôme, hein, 2 par 2, dans leurs différents lieux de mission. Et on nous redit, hein: «The most important time in a Mormon kid's life», donc c'est vraiment le moment le plus important dans la vie d'un jeune mormon. C'est cette occasion de partir en mission, qui est ici présentée vraiment comme l'occasion de voir le monde. On va passer en revue un panel de lieux qui vont à chaque fois être décrits en stéréotypes, une sorte d'image d'Épinal. La Norvège, par exemple, c'est le pays, je cite, «des gnomes et des trolls», la France, celui des pâtisseries et des cols roulés et le Japon, celui de la sauce soja et de Mothra. En fait, on apprend dans cette chanson que Elder Price, qui donc, attend son lieu de mission, lui, il rêve d'être envoyé à Orlando. Donc, là encore, je trouve que c'est une partie désopilante parce que donc il va chanter son adoration de SeaWorld, de Disney, du mini-golf. C'est drôle en fait parce que ça caricature la Floride, bien sûr, et ça fait apparaître Orlando comme un pays en Ouais. soi, donc ce que cette ville n'est pas. Mais c'est drôle aussi en fait parce que c'est révélateur de la frilosité d'Elder Price en matière de dépaysement, si on peut dire, possible. Et ça montre aussi son caractère un petit peu, si on peut dire, superficiel.
Le choc est donc d'autant plus grand quand il apprend que, au lieu d'être envoyé à Orlando, il va plutôt être envoyé en Ouganda, donc comme le disent les Mormons, en Afrique comme dans le Roi Lion. Oui, donc là, on comprend directement qu'ils connaissent strictement rien de l'Afrique. D'ailleurs, quand on leur dit Ouganda, ils ont jamais entendu ce mot de leur vie. Et on va rapidement s'en rendre compte qu'ils connaissent rien lorsqu'ils vont être confrontés à la réalité. Alors dans cette chanson, il y a vraiment beaucoup de choses très malines et très drôles. Et notamment, il y a des sonorités qui rappellent Wicked, quand Elder Price dit I'll do something incredible. Ça fait penser au Unlimited de Elphaba quand elle imagine tout ce qu'elle va pouvoir faire. Et cette phrase musicale, I'll do something incredible, revient plusieurs fois dans le show et exprime ce désir de grandeur qu'a en lui Elder Price, ce désir qui anime de nombreux personnages de comédie musicale par ailleurs. Et voilà, dans cette chanson, il y a vraiment plusieurs exemples de moments où la musique en elle-même est très drôle. J'adore comment ils chantent We are the army of the Church of Jesus Christ Oh, of la Latter-day Saints. Saints. Vraiment très très bien. Chanson suivante, il s'agit de You and Me, but Mostly Me, donc le premier duo entre les deux protagonistes principaux. En fait, c'est une I Want Song, et généralement, les I Want Songs, c'est plutôt des solos chantés par le héros qui va exprimer son désir qu'il va accomplir ou non d'ailleurs pendant l'histoire. Mais là, c'est un duo. Et on a vraiment un jeu de questions-réponses qui va d'emblée poser le rapport de force entre les deux personnages. Oui, puisqu'en fait, donc Elder Price raconte tout ce qu'il va faire de grandiose une fois qu'il sera arrivé en Afrique et qu'il va révolutionner, il va devenir le Mormon qui change l'humanité, je crois qu'il dit. Je sais pas si c'est le dit à ce moment-là, mais en gros c'est l'idée. Et à côté, Elder Cunningham se présente en fait comme le sidekick, c'est-à-dire le partenaire mineur dans une relation qui va aider le héros. Et en fait, il semble heureux de ne pas être le personnage principal et de simplement accompagner celui qui, effectivement, à ce moment-là de l'histoire est le héros, c'est Elder Price. Évidemment, cette dynamique entre eux va changer au fur et à mesure de la pièce. Je trouve qu'il y a un côté assez touchant de ce personnage de Elder Cunningham qui veut à tout prix se faire un ami, au prix, en fait, d'une certaine humiliation ou d'être laissé de côté, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le moment où il énumère tout ce qui est pareillement l'accessoire à un truc principal lorsqu'il dit je serai ton accompagnement à ton plat principal ou je Oui, serai ton moussaillon au capitaine. Enfin, il y a quelque chose d'assez, enfin, comme toujours hein, dans Book of Mormon, mais de bien vu et d'assez rigolo. mm. C'est ensuite l'arrivée donc de nos Mormons en Afrique et la chanson qui va les accueillir en quelque sorte sur ce, nouveau continent, c'est Hasadiga Ibawai. Alors, c'est une chanson à formule. C'est une parodie vraiment explicite de la chanson Hakuna Matata dans Le Roi Lion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça ne veut pas dire no worries for the rest of our day. Ça ne veut pas dire que tu vivras ta vie sans aucun souci. Contrairement à ce que pense Elder Cunningham d'ailleurs. Effectivement, cette chanson est un moment particulièrement provocateur puisque Hasadiga Ibowai, ça veut dire fuck you God. Ce qui est drôle, c'est que les deux elders le chantent au début sans comprendre et du coup ils sont choqués quand ils comprennent ce qu'ils viennent de dire. C'est très marrant. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est très entraînant, donc tout le monde est Hasadiga Ibawai et après ils décomposent la signification. Hasadiga, ça veut dire, fuck you, Ibawai, ça veut dire God, donc du coup, ça veut dire fuck you God. Oui, c'est très drôle. Et il y a un moment que je trouve particulièrement drôle. Les villageois viennent de citer tout ce qui va mal dans leur vie, donc ils disent le sida, la famine, la violence, et donc toutes ces choses qui les conduisent à détester Dieu. Le guide dit aux elders de faire pareil, c'est-à-dire de lister les trucs qui vont mal dans leur vie. Et les elders, ils disent des trucs du genre, notre bus avait du retard. Donc je trouve vraiment très drôle le contraste. En fait, les elders, ils ont que des first world problems, quoi, des problèmes de riches. Donc c'est vraiment le moment où les héros découvrent que l'Afrique ne ressemble pas du tout à ce qu'ils imaginaient. J'ai vu une petite interview de Robert Lopez, je vous mettrai le lien dans la fiche de l'épisode sur notre site, où il explique qu'il voulait, lui, présenter d'abord une Afrique à la Disney, c'est-à-dire très colorée, tandis que Trey Parker et Matt Stone voulaient plutôt que ce soit tout de suite horrible et glauque, et du coup ils ont trouvé une sorte de compromis
entre ces deux visions, c'est-à-dire que la chanson est disneyenne, extrêmement entraînante, mais ce qui est dit est quand même assez violent. Assez rigolo comme compromis, effectivement. Oui, c'est sûr. Chansons, donc on a annoncé tout à l'heure que j'adore aussi également. Je saurais pas faire mon top des chansons de Book of Mormon parce qu'elles sont quand même assez exceptionnelles. C'est Turn It Off, qui est une chanson collective menée par donc Elder McKinley, un autre jeune mormon qui rend visite au héros avec d'autres. En fait, ils sont, je sais pas, une petite dizaine. Et là, en fait, turn it off, c'est une, injonction à, refouler, les pensées homosexuelles que, donc un de ces jeunes, mormons pourrait avoir. C'est drôle parce qu'en fait, c'est, l'antithèse de l'injonction habituelle de la comédie musicale à lâcher prise. Ici, c'est vraiment, au contraire. Alors, là encore, ils filent les métaphores, ils disent, comme une ampoule ou enfin comme une lampe plutôt, éteins-la. Enfin, on est vraiment dans une sorte de célébration de la répression. C'est rigolo parce qu'en sous-texte, on comprend que c'est évidemment une mauvaise solution et donc ça valorise, par antithèse, la morale de la comédie musicale, qui est bien celle de lâcher prise et de surtout pas réprimer. Du coup, c'est rigolo parce que Robert Lopez a écrit Turn It Off, et quelques années plus tard, il a écrit un peu la chanson inverse qui est Let It Go. Tout à fait. Et alors, le numéro se termine par une séquence de claquettes spectaculaires dans des costumes dorés. Sachant que Elder McKinley veut turn off son homosexualité, c'est un peu cocasse, parce que c'est vraiment camp, quoi. Mmh. J'adore ce numéro. Là aussi, le côté humoristique provient en fait du contraste entre l'image et la parole, enfin entre le spectaculaire, camp et flamboyant et l'injonction à la répression, tout Ouais, comme dans exactement. Azadika Bowie. Alors, petite chanson ensuite, c'est I Am Here For You, une chanson courte dans le style berceuse, donc qui est toujours focalisée sur la relation entre Elder Cunningham et Elder Price. Donc Cunningham veut prendre soin de Price, il le soutient, il lui dit que tout va bien aller. Et c'est là qu'on a le premier moment d'affection de Elder Price envers Elder Cunningham. Et voilà, en fait, leur amitié naît progressivement, c'est d'ailleurs l'un des grands thèmes de la pièce. Après cette, chanson, très calme, va intervenir au contraire, un numéro explosif, The All American, Prophet, donc vraiment un numéro, d'évangélisation. Ouais, donc c'est un moment où Elder Price présente de la manière la plus attractive possible les croyances mormones. Donc c'est donc le prophète Joseph Smith qui est visité par l'ange Moroni, la révélation des plaques sur lesquelles sont écrits le texte de ce qui va devenir le livre de Mormon, donc the Book of Mormon, les débuts de l'église menés par Joseph Smith puis par son ami Brigham Young, etc. Donc chanson extrêmement drôle également, qui se moque un peu de l'absurdité des croyances religieuses, qui sont en fait les croyances religieuses par définition, c'est croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et du coup, il y a des interventions très marrantes de Cunningham qui commente ce qu'est en train de raconter son acolyte. Moi, ce qui me fait particulièrement rire, c'est le moment où il dit: «Wow, God says go to your backyard and start digging, that makes perfect sense». Donc, oh là là, Dieu, il t'a dit, «Va dans ton arrière-cour et commence à creuser» et donc c'est là qu'il va trouver les Les plaques, plaques. ça fait totalement sens parce qu'évidemment, bon, bah, ça fait pas grand sens. Donc il y a plein de moments où il, s'exclame, il, s'extasie, de ces histoires totalement rocambolesques. Oui. Et ce que je trouve très drôle aussi, c'est, bah, la façon dont, on est dans une évangélisation, presque outrancière et on voit que pour, Elder Cunningham, le travail d'un missionnaire, c'est vraiment de vendre la religion, d'où cette blague finale sur, le set de couteaux à steak qui serait offert avec les premières commandes. Donc on a vraiment, une reprise du jargon commercial, en mode téléachat, quoi. Et ce qui est rigolo aussi, c'est cette idée d'une, religion qui n'aurait pas des racines, au Moyen-Orient, mais qui serait au contraire all American, donc avec cette insistance sur le fait qu'on est bien en Amérique. Il y a vraiment cette répétition de all American qui, ne fait en fait que se moquer de la croyance que tout ce qui est américain, serait, mieux. Oui, c'est très drôle, il dit à un moment, en contraste avec tous les prophètes qui viennent du Moyen-Orient, le prophète du mormonisme, il est blond aux yeux bleus, enfin voilà, c'est très très marrant. Et il y a une référence aussi à Donny Osmond,
qui est en fait un chanteur et acteur très connu aux États-Unis, qui a joué dans la comédie musicale Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat de Andrew Lloyd Webber dans les années 90, et qui est lui-même mormon. Voilà, petite explication de référence, parce que j'ai cherché, moi je savais pas qui c'était. La chanson suivante est une ballade, donc Salt Lake City, donc retranscription phonétique de Salt Lake City, le siège de l'église mormone. C'est une sorte de Iwan Song de Nabulongi, dans laquelle elle va chanter son amour pour cette ville qui est alors présentée comme une terre promise, idéalisée, évidemment idéalisé de manière totalement camp, hein, avec des cascades et des licornes volantes, mais c'est sa grande chanson et d'ailleurs, son unique solo de la pièce. Ouais. Bah, c'est une ballade classique qui va présenter un personnage qui veut quitter sa vie morose pour un lieu qui est fantasmé comme meilleur. Ça, c'est évidemment un trope hyper classique de la comédie musicale. La chanson qui intervient ensuite, c'est une chanson intitulée Man Up, qu'on pourrait traduire par Deviens un homme. Ouais. C'est la chanson, en fait, qui va cristalliser le moment où Elder Price va craquer, parce qu'il va être découragé, en fait, par le travail, qui se présente à lui, en Ouganda et que, donc ensuite Elder Cunningham va devoir prendre les rênes de la situation. L'effet comique dans cette chanson vient principalement du fait qu'Elder Cunningham va, tisser une analogie entre sa situation et celle de, Jésus, qui est alors, condamné à la croix pour arriver à la conclusion, en fait, que le Christ a enduré son supplice, je cite: «comme un homme». C'est drôle, bien sûr, parce que, bah, le Christ n'est pas spécialement présenté comme un modèle de virilité et en fait, Elder Cunningham va tout interpréter à l'aune de cette injonction à la virilité, puisqu'il va dire des choses comme: «Just like Jesus, I'm growing a pair», donc tout comme Jésus, je me fais pousser, je sais pas trop comment traduire, je me fais pousser une paire de couilles. Enfin voilà, c'est donc on a Hmm. vraiment une juxtaposition humoristique de 2 registres totalement antinomiques et ce qui me semble intéressant, c'est que du coup, ça montre combien il s'agit d'une projection d'Elder Cunningham de sa propre insécurité face à sa virilité, parce que tout ce qui est en fait tout simplement qu'on pourrait qualifier de courage ou de résilience de l'histoire du Christ sur la croix, eh bien lui, il dit que c'est de la virilité. Et cette injonction à devenir un homme qui va répéter pendant toute la chanson sans jamais bien sûr expliciter Ouais. ce que c'est, ça moque cette association entre virilité et courage. C'est une chanson, donc là encore particulièrement entraînante, qui va clôturer l'acte 1. Et à la toute fin de la chanson, on va avoir une reprise en contrepoint par les différents personnages de Salt Lake City par Nabolongi, de 2 by 2 par Elder Price. On a aussi les villageois qui reprennent un petit bout de Hasadiga Ibowai. Et alors moi, j'adore vraiment ce moment où chacun chante sa ligne mélodique. Je trouve que c'est des trucs particulièrement, jouissifs d'une comédie musicale où Hmm. tu vois que toutes les voix et toutes les mélodies, s'accordent pour former un tout, hyper chouette. Alors, donc, entr'acte, et ensuite, le premier numéro de l'acte 2, c'est Making Things Up Again. Donc à ce moment-là, Elder Cunningham a été abandonné par Elder Price, qui est reparti aux États-Unis. Mais Cunningham, lui, il continue sa mission d'évangélisation, mais, comme le titre l'indique, il se laisse aller à inventer des choses et à mélanger la doctrine réelle du mormonisme avec des choses venues de récits de science-fiction et de fantasy, donc il connaît bien parce que c'est un grand nerd, comme c'est expliqué plusieurs fois. Et donc à ce moment-là, il a sa conscience, qui est incarnée par différents personnages qui apparaissent. Il y a son père, il y a Joseph Smith évidemment, mais il y a aussi Yoda, qui vont lui reprocher d'inventer toutes ces choses. Mais Elder Cunningham, il va voir que ces histoires plaisent aux villageois et leur redonnent de l'espoir. C'est, le moment aussi qui montre que les croyances religieuses sont inventées pour répondre à des problèmes concrets et en fait, dans ce cas précis, comme le vrai Book of Mormon ne répond pas aux problèmes rencontrés par les Ougandais, bah, ce que fait Elder Cunningham, c'est qu'il va inventer d'autres situations à laquelle ils peuvent plus, s'identifier. Ouais, je trouve qu'il y a un propos assez intéressant ici sur, on va dire, le prétendu universalisme des religions, en fait, qui Mmh. ne fonctionne pas du tout. Puisqu'on peut pas transférer tel quel à une autre population qui n'a pas du tout les mêmes problématiques.
d'où l'absurdité d'aller évangéliser ces populations qui ont des vies très différentes. Voilà, bon, plein de sujets qu'on va aborder un peu plus tard dans l'épisode. Ensuite, on a un numéro qui s'appelle Spooky Mormon Hell Dream. C'est une scène de rêve, ou plutôt de cauchemar. Alors moi, ça m'a fait un peu penser à la scène de rêve dans Un violon sur le toit, dont j'avais parlé dans l'épisode dédié à cette comédie musicale. Je sais pas si c'est une référence. En tout cas, dans cette séquence, Elder Price est assailli par les souvenirs des cauchemars qu'il faisait enfant. Et voilà, il y a des guest stars assez intéressantes, notamment Jésus, Satan ou encore Hitler. C'est un numéro très spectaculaire avec une espèce de représentation classique de l'enfer, avec des diables, des, fumées rouges, qui sont mélangées à des fragments épars, donc des souvenirs de Elder Price et notamment à un moment, il raconte que, enfant, il avait mangé un donut qui était interdit, mais il avait fait accuser son frère et du coup, les diablotins qui l'entourent et le tourmentent se mettent à danser avec des donuts, donc on est évidemment dans quelque chose de totalement délirant. Vient ensuite, la, chanson I Believe, donc cette fois, chantée par, Elder Price. Encore, en quelque sorte, une I Want song, du personnage, dans laquelle il va donc répéter sa croyance pour s'en convaincre, en quelque sorte. Une sorte Mm. de fonction performative, hein, de ce I Believe, je crois, qu'il va, répéter, tout au long de la chanson. Il me semble que c'est pas sans lien avec le fait que dans les pratiques religieuses mormones, la profession de foi, hein, donc le fait de redéclarer sa foi est quelque Mm. chose de très important. Alors oui, j'aime aussi beaucoup cette chanson, qui est un grand classique des cours de comédie musicale. J'ai vu plein de garçons la chanter, mais aussi moi personnellement, je l'ai chantée. Alors il y a un truc assez marrant, c'est que l'introduction est très similaire. En fait, c'est une parodie à celle de I Have Confidence, qui est une chanson du film La Mélodie du Bonheur. Je dis vraiment du film parce qu'elle n'est pas dans la pièce de théâtre. Y compris, il y a vraiment des bouts de phrases identiques quand il dit Oh, what's the matter with me? Ou quand il dit To do the things I never dared. Donc dans La Mélodie du Bonheur, c'est la I Want Song de Maria qui voilà rassemble tout son courage pour avoir confiance en elle lorsqu'elle va commencer son nouveau travail de gouvernante. Et voilà, il y a vraiment des répliques qui sont calquées. Par exemple, Maria, dans La Mélodie du Bonheur, elle dit « A captain with 7 children, what's so fearsome about that ?» Un capitaine avec 7 enfants, pourquoi j'aurais peur de ça? Et dans la version de I Believe, c'est « A warlord who shoots people in the face, what's so scary about that ?» Un chef militaire qui tire sur les gens, pourquoi j'aurais peur de ça, en gros. Le contraste entre les deux est très drôle, évidemment, parce qu'un capitaine et 7 enfants, ça fait pas forcément peur, alors qu'un mec qui te tire dessus, si. Voilà, donc c'est vraiment très très drôle. Et ce qui est drôle aussi, c'est l'accumulation de croyances de plus en plus invraisemblables. Au début, Elder Price il commence par dire je crois que Jésus est venu pour sauver les péchés du monde. Ça, c'est un truc très classique, ça surprend plus personne. Mais quand à la fin il dit je crois que Dieu vit sur une planète appelée Colombe, là, il y a quelque chose d'assez drôle. Et il y a aussi une réplique assez intéressante, c'est quand il dit je crois que en 1978 Dieu a changé d'avis sur les personnes noires. Je trouve ça extrêmement drôle et très percutant. Et ça correspond au fait qu'effectivement, jusqu'en 1978, les hommes noirs ne pouvaient pas être prêtres dans la religion mormone. Et je trouve que dans cette chanson, sous couvert de réaffirmer toutes les croyances de Elder Price, c'est en fait la chanson la plus critique envers le mormonisme, à mon avis. Alors, ensuite, nous avons une ballade, un duo qui s'appelle Baptize Me. Chanson un petit peu, comment dire, potache, dans laquelle Nabulungi donc va être baptisée par Elder Cunningham parce qu'elle a été convertie au mormonisme et elle a envie d'être baptisée. Et donc la chanson est écrite sous la forme d'une métaphore sexuelle assez peu subtile. Oui, avec des répliques telles que «Je vais le faire pour la première fois, je vais le faire avec une fille spéciale». On comprend de quoi il s'agit. Oui, c'est assez rigolo. Chanson qui intervient peu après, c'est I Am Africa. Alors ça, c'est une parodie de chansons caritatives, type, évidemment, la plus connue de toutes, c'est We Are the World, donc vraiment dans les paroles, ça rappelle ça. Il y a même une allusion à Bono, bon, qui n'est pas dans We Are the World, mais qui est connu pour être un artiste qui a fait beaucoup de choses caritatives, notamment autour de l'Afrique. C'est intéressant parce que ça montre la condescendance des missionnaires par rapport aux populations africaines et aussi une forme d'indécence de se prétendre le porte-voix des opprimés, de parler à leur place puisqu'ils disent tous I am Africa alors qu'ils sont pas du tout Africa et c'est des mecs de Salt Lake City. Enfin, c'est assez intéressant ce regard assez critique sur ça.
Et pour moi, c'est un peu le seul moment où on semble vraiment se moquer un peu de la position des Mormons, face à l'Afrique. Bon, on y Oui. reviendra, mais je pense que c'est là où c'est le plus explicitement, sarcastique. La chanson suivante est, un spectacle dans le spectacle intitulé, Joseph Smith American Moses. À ce moment-là, en fait, les villageois ougandais présentent leur vision de la fondation de la religion mormone, donc qui leur a été racontée par Elder Price puis par Elder Cunningham, devant des représentants de l'église mormone qui sont en visite au village. Alors, cette séquence, c'est très clairement une référence à la comédie musicale The King and I, donc autre comédie musicale de Rodgers and Hammerstein, et notamment au ballet Small House of Uncle Thomas, dans lequel les personnages du royaume de Siam présentaient eux aussi un petit spectacle qui était narré par une jeune femme. Donc c'est très proche. Il y a vraiment un parallèle de manière générale entre les deux œuvres, puisque dans The King and I, on a un personnage occidental qui est envoyé pour enseigner à des populations non blanches. Et ce spectacle dans le spectacle, c'est peut-être un des moments les plus gênants de la comédie musicale, au sujet des représentations raciales, parce que ça va vraiment reprendre des caractéristiques du minstrel show, qui donc, était un spectacle, en vogue au 19e siècle, là, qui reposait sur des clichés racistes comme la taille du sexe des Africains, les, villages noirs qui vont, produire ici un spectacle totalement, grotesque devant un public de blancs. Bon, je pense que c'est, à dessein grotesque pour se moquer de ce type de spectacle, mais qu'on est toujours, enfin comme toujours dans Book of Mormon, pas loin de reconduire exactement ce type de spectacle tel quel. Oui, on va en parler un peu plus précisément après. Et on arrive en finale, qui s'appelle Tomorrow is the Latter Day, ça aussi j'adore, c'est extrêmement entraînant, j'adore cette chanson. Donc il reprend la formule officielle de l'église mormone. En fait, le nom officiel de l'église mormone, c'est The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mais il détourne cette formule. Ce qui compte, ce n'est pas les fameux derniers jours, donc le jour du jugement dernier, mais c'est demain, et c'est ce qu'on en fait. Et à ce moment-là, donc les deux héros décident de rester en Ouganda parce qu'ils y ont trouvé leur place. Et ensuite, juste après, c'est toujours dans le même final, ça se termine par une reprise de Hello, donc qui était la première chanson. Mais cette fois-ci, ce sont les villageois ougandais qui font du porte-à-porte pour porter la bonne parole. Et quelle est cette bonne parole? C'est celle du Book of Arnold. Donc Arnold, c'est Elder Cunningham. Et donc, ce Book of Arnold, c'est le 4e tome de leur religion qui contient les enseignements d'Elder Cunningham et toutes les histoires qu'il a racontées. Dans cette séquence, même le général, donc l'horrible méchant Butt Fucking Naked, il est désormais converti et il fait l'éloge du clitoris alors qu'il était pour l'excision. Donc c'est une scène un peu ambiguë, on ne sait pas si c'est réellement ce qui se passe ou si c'est un fantasme des personnages. En tout cas, c'est leur désir pour le futur. Alors, maintenant qu'on vous a présenté, l'ensemble des chansons de cette comédie musicale, on va dire quelques mots des références. Bon, on en a déjà, parlé on va dire, en passant, sur les différentes chansons, mais d'abord les références à la comédie musicale. Bon alors, Book of Mormon, c'est très représentatif de cette tendance, très méta des comédies musicales récentes, dont on a, parlé, notamment au sujet des comédies musicales, récentes de Disney, où on va donc, sans cesse commenter ce qu'on fait et notamment commenter, les références à la comédie musicale. Et de manière générale, Book of Mormon serait vraiment collé en fait à la structure typique de la comédie musicale contemporaine de Broadway. Le numéro d'ouverture collectif, la I Want Song, la fameuse fin d'acte 1 qui mélange plusieurs airs déjà entendus, on en a parlé, le final rassembleur, le fait qu'il y ait des reprises des différents thèmes musicaux tout au long de la pièce, c'est vraiment écrit comme une comédie musicale typique. On a également de nombreuses références à la culture populaire, donc via la comédie musicale, mais pas seulement, notamment par le personnage de, Elder Cunningham, qui est donc, comme on l'a dit, un geek et qui va, tisser des analogies entre, la Bible et la culture geek en général et notamment Star Wars en particulier. Par exemple, ce moment où ils disent, «Ah bah, la Bible, en fait, c'est en 3 parties», référence aux 2, testaments et The Book of Mormon, ça serait la 3e partie qui serait donc Return of the Jedi. Donc Elder Cunningham fait vraiment de nombreuses références à des classiques de la science-fiction et de la fantasy tout au long de la pièce. Donc autre exemple, lorsqu'il raconte sa version améliorée de la Bible dans la chanson Making Things Up Again,
au lieu de parler de l'enfer, il dit le Mordor. Donc le Mordor, c'est la région très inhospitalière de la Terre du Milieu, donc créée par J.R.R. Tolkien, l'auteur notamment du Seigneur des Anneaux. Dans Joseph Smith's American Moses, les villageois qui répètent ce que leur a raconté Cunningham vont parler du Starship Enterprise, donc c'est le vaisseau des héros de la série Star Trek, et ils disent que l'ange Moroni est arrivé sur le Starship Enterprise. C'est vraiment un des ressorts humoristiques récurrents de Book of Mormon. Alors, outre les références, on voulait aussi vous parler du propos et donc des différentes représentations à l'œuvre dans cette comédie musicale. Tout d'abord, le traitement qui est fait des personnages masculins, dans cette œuvre. Donc, vu l'intrigue, c'est assez logique qu'on ait une distribution très masculine, hein, puisque dans l'église mormone, ce sont surtout les jeunes hommes qui sont encouragés à partir en mission, même si c'est pas strictement interdit pour les jeunes femmes, c'est plutôt, une prérogative, masculine. Mm. Donc, bah, par, conséquent, la comédie musicale va traiter en particulier de thèmes relatifs à l'être au monde masculin et notamment, à la question des masculinités. Les masculinités blanches, si je peux me permettre. Tout à fait. On a vraiment dans la confrontation d'Elder Price et d'Elder Cunningham 2 types de masculinité qui vont se répondre. Une hégémonique, hein, donc avec cet Elder Price qui correspond au canon de beauté, qui est dans une position de chef, et l'autre masculinité, donc dominée, qui ne correspond pas au canon et qui donc lui va explicitement se placer en position de faire valoir. Mais aussi ça montre que ces rôles sont tout à fait instables, du fait de cette transformation d'Elder Cunningham au cours de la comédie musicale, notamment au moment de la chanson Man Up. Donc ça montre à la fois combien les masculinités sont inconstruites et partant qu'elles sont en constante négociation et possible reconfiguration. Mm. On a aussi le thème de l'amitié masculine. On a presque par moment un côté buddy movie en fait, ce sous-genre de la comédie dans lequel 2 héros très dissemblables vont devoir cohabiter ensemble et finalement, surmonter leurs différences. Tout le début de la pièce va, jouer un petit peu sur ce sous-genre traditionnel. Et cette évolution, en fait, de la relation entre les deux elders, je trouve que c'est vraiment l'aspect le plus émouvant de la pièce, le plus sincère aussi, le moins second degré. Donc on a Elder Cunningham qui dit tout au long de la pièce que Elder Price est son meilleur ami, et quand celui-ci lui dit en retour à la fin, on sait qu'il est devenu quelqu'un de meilleur, qu'il a cessé de ne penser qu'à lui et à sa réussite, et que voilà, les deux personnages ont évolué au contact l'un de l'autre. Je trouve ça assez touchant. Autre, thème qui surgit dans cette exploration des masculinités, c'est, la prise de pouvoir en quelque sorte des nerds. À travers le personnage d'Elgar Cunningham, on retrouve une thématique assez, récurrente dans la comédie musicale, qu'on a vu notamment dans Glee, qu'on a vu aussi plus généralement que simplement le musical, dans les teen movies en général. Ouais. Cette thématique en fait de la revanche des laissés pour compte. Ça montre encore une fois la capacité d'évolution du personnage avec presque un côté, coming of age dans cette révélation d'Elgar Cunningham en tant que leader et on a aussi la question du rapport avec le père, donc qui est rapidement évoquée puisqu'on comprend à un moment donné qu'il fait tout ça pour que son père soit fier de lui, je cite, et non plus simplement coincé avec lui. Et il y a aussi un commentaire un peu sur la victoire de la culture nerd, puisque c'est en ajoutant au récit biblique des éléments venus de grands succès de la pop culture, science-fiction, fantasy, etc., qu'il va parvenir à rendre son propos plus attrayant. En fait, Cunningham, son évolution, c'est aussi qu'au final, il est le héros parce que c'est lui qui a de l'imagination, c'est lui qui sait raconter des histoires, et en fait, c'est là que réside le plus grand des pouvoirs. Mmh. C'est comme si c'était l'histoire de quelqu'un qui devient auteur. Je trouve ça assez Mmh. intéressant et assez méta, encore une fois. Alors, minuscule point sur les personnages féminins, puisqu'en réalité, il y en a qu'un seul, hein, c'est Nabulungi. On voit vraiment que c'est pas leur fort et ils ont même pas essayé un minimum, je sais pas. Donc c'est un personnage qui, bon, à la fois bien sûr est positive, sympathique, Mm. mais qui va n'exister qu'en relation avec des hommes, puisqu'elle est d'abord la fille d'eux, puis la copine d'eux, qui est assez peu développée, comme on l'a dit, qui chante une seule chanson en solo. Donc bon, face à cette galaxie de personnages masculins, effectivement, le seul personnage féminin quasiment parlant est assez pauvre. Alors maintenant, on va passer au gros morceau.
c'est la représentation de l'Afrique et des Africains dans Book of Mormon. Voilà, c'est clairement là que résident les choses les plus problématiques de notre point de vue. Oui, alors que les auteurs vont développer une caricature assez subtile, finalement, de la religion mormone, caricature qui va reposer sur une bonne connaissance des Mormons, de leurs pratiques, de leurs croyances. S'enchaînent dans cette comédie musicale les stéréotypes négatifs sur les Africains et la situation géopolitique en Afrique. Lorsque, une fois de plus, les 2 Mormons débarquent en Ouganda, ils vont être, confrontés au sida, à la guerre endémique, au choléra, au viol d'enfants, à l'excision systématique, à la pauvreté extrême, à un sous-développement, enfin vraiment des images tout à fait, caricaturale et effrayante de l'Afrique avec, toujours cette idée de, renvoyer les Africains à une sorte de primitisme, hein, de sous-développement, général, avec cette blague récurrente d'un texto qui serait, tapé à la machine, en fait, un petit bout de papier tapé à la machine. Ce qui est d'autant plus, en fait, risible qu'on sait que l'usage de la téléphonie mobile est au contraire très développé en Mmh. Afrique subsaharienne. Donc, si c'est une façon de se moquer du supposé sous-développement des Africains, là, clairement, ça tombe à côté. Au-delà de ça, on notera aussi que l'Ouganda n'est pas du tout décrit comme un pays particulier, ni même en fait tout simplement comme un pays qui existe vraiment. Il s'agit Mmh. d'une sorte de pays générique d'Afrique subsaharienne. On y parle une langue, qui n'est pas, la langue qu'on parle en Ouganda, mais, une sorte de sabir à vagues consonances africaines. On pourra objecter que, à l'opposé, hein, dans le Roi Lion, c'est véritablement une langue africaine, le swahili, qui est parlé, enfin chanté plutôt, lors de la première chanson. Donc, ici, on Mmh. n'a même pas essayé, si je puis dire. Ouais, tout à fait. De manière générale, sous prétexte de les tourner en dérision, le show va quand même alimenter beaucoup de clichés sur l'Afrique. Évidemment, on est supposé plaindre les villageois de leur vie misérable, mais ils sont quand même présentés majoritairement comme un peu idiots. Ils sont soit naïfs, comme Nabulungi et son père, soit ils sont extrêmement violents, comme le fameux Bud Fucking Naked. Je vais pas réussir à dire ce nom sans en rigoler. Et voilà, sont présentés régulièrement toutes leurs croyances dangereuses. Et ils croient que, si j'arrive même pas à le dire tellement c'est horrible, que pour se débarrasser de son sida, il faut violer des bébés. Enfin bref, c'est un peu dérangeant cette représentation, surtout quand on se dit que absolument tous les auteurs de la pièce sont blancs et que c'est présenté à une audience à très grande majorité blanche. Donc ça pose quand même des questions. Et un peu dans le même esprit que la remarque sur la quasi-absence des personnages féminins, ça se sent ici aussi que ce qui intéresse les auteurs, c'est l'évolution des 2 personnages de Mormon, comme on a dit, qui est très bien écrite, leur dynamique, alors qu'à l'inverse, les personnages ougandais sont assez fonctionnels. On s'intéresse pas vraiment à leur évolution à eux, à leur caractérisation profonde. On a, une sorte aussi du réactivation du mythe du sauveur blanc puisque les Mormons vont convertir le village, civiliser les mœurs des villageois puisqu'à la fin on n'aura plus de viol d'enfants pour guérir le sida, plus d'excision et ils vont pacifier les relations avec le chef de guerre, lui aussi converti. Donc on a vraiment cette image du, comme on dit en anglais, le white savior, le blanc qui vient, résoudre tous les problèmes. On a du coup cette conversion qui est totalement valorisée. Les personnages africains ne disent plus à la fin fuck you God, mais thank you God. D'ailleurs, à l'inverse d'Elder Press qui, au tout début du numéro final, dit que lui, il a peut-être des doutes sur l'existence de Dieu. Donc ce double mouvement, enfin ce mouvement inverse d'un mormon qui va vers le scepticisme alors que les Africains vont vers la conviction religieuse, je pense, serait à interroger aussi. Donc au final, en tout cas, la démarche des Mormons, finalement, a été super et elle a amélioré la vie de ces villageois africains. Enfin, c'est un peu étrange, je trouve, la manière dont c'est présenté. Bon, on pourra, nuancer en disant que le show va rester quand même un petit peu ambigu sur cette question de la crédulité des Ougandais par rapport au message des Mormons. Oui. D'une part, au tout début, hein, ces fameuses croyances dangereuses, elles sont, d'emblée dénoncées par, Nabolongi et son père, donc suggérant que tous les Ougandais ne sont pas aussi, crédules, si je puis dire.
et à la fin, en fait, alors que les Mormons ont une lecture très littérale des textes religieux, les villageois savent d'emblée qu'il s'agit de métaphores et en fait, c'est quelque chose qu'on comprend simplement à la fin de la comédie musicale et Oui. ce faisant, en fait, on se moque un petit peu gentiment, bien sûr, des spectateurs, notamment, sous-entendu des spectateurs blancs qui avaient supposé que les Ougandais, comprenaient tout littéralement. Bah, on comprend à la fin qu'ils ne sont pas, si dupes que cela. Oui, bien sûr, la pièce se moque quand même, pas mal de la démarche d'évangélisation, de l'attitude condescendance des elders, de leur image complètement fantasmée de l'Afrique, ça c'est sûr. Bon, en particulier dans Two by Two et I Am Africa, on en a déjà parlé. Mais bon, là, c'est vraiment des clichés mignons à base de références aux animaux de la jungle, à Disney, hein. La seule référence, vraiment au fondement raciste des croyances mormones, c'est cette allusion à la loi de 1978 qui, abroge l'interdiction aux hommes noirs d'être, pasteurs mormons. De manière générale, on a quand même un portrait de ces sociétés villageoises ougandaises qui va renforcer les stéréotypes les plus outrageants. C'est vrai qu'au final ça va plus reproduire, tous ces clichés-là, plus que les questionner véritablement, même si j'imagine que c'était le but à la base. Et peut-être qu'un indice, c'est quand même le fait que la dernière phrase, du show, c'est, «I still have maggots in my scrotum». Donc littéralement, j'ai encore des morpions dans mon anus, enfin dans mon scrotum. Donc voilà, ça pose quand même, ce qu'on retient finalement de cette représentation des Ougandais et donc généralement de l'Afrique. Oui, puisque c'est un personnage, un des villageois africains qui dit ça. En fait, il y a un comique de répétition dans toute la pièce autour de ce truc un peu dégueu, scato en fait, qui n'est pas le plus inspiré de la pièce. Même si je trouve que l'arrivée incongrue de cette phrase à la toute fin de la dernière chanson est un peu drôle quand même. Oui, bah, c'est, précisément l'incongruité qui est drôle, mais on retombe dans dans cet humour scato à la toute fin. Ouais, exactement. Alors de manière générale, l'ambiguïté idéologique de Book of Mormon, c'est un peu un trait, de l'œuvre en fait de Trey Parker et Matt Stone. On la retrouve aussi, et de manière encore plus grande je trouve, dans South Park, qui est une série parfois très progressiste sur certains aspects, et parfois limite réac. Je trouve que la différence c'est que Book of Mormon est quand même, beaucoup plus bon enfant que South Park, qui parfois est vraiment méchant, ce qui n'est pas le cas ici. Le caractère offensif de cet humour, c'est un peu justifié par le fait qu'il faut bien se moquer tout le monde, hein, donc ça aussi c'est une caractéristique de l'humour de South Park. C'est, l'idée que, bah, chacun va en prendre pour son grade, les, mormons comme les africains, mais bon, moi je suis pas entièrement convaincue personnellement. Ouais, bah pareil. Alors, et qu'en est-il justement de la représentation des Mormons et de la religion en général? Ce qui est assez, rigolo, c'est quand le, show est sorti, on s'est beaucoup interrogé aux États-Unis sur en quoi ça pouvait être offensant pour les Mormons et assez peu en quoi ça pouvait être offensant pour les Africains. En fait, il y a vraiment une ambiguïté là aussi sur, la critique entre guillemets des Mormons et de leur religion, parce qu'au final, ils sont plutôt attachants en fait ces personnages. L'église mormone et les fidèles d'ailleurs ont réagi de façon mesurée à la pièce, voire bienveillante, alors que je crois que c'est Matt Stone ou Trey Parker qui disent que on leur prédisait qu'il y aurait des manifestations devant le théâtre et tout ça, ça n'est pas du tout arrivé, puisqu'au final les Mormons sont présentés comme très naïfs mais quand même sympathiques, et la pièce a même contribué à redonner de la notoriété à ce mouvement religieux. Oui, parce que même si ça se moque gentiment de certains aspects de leur mode de vie, de leur tenue, ils sont avant tout présentés comme, étant animés par une foi sincère. Ils sont un peu naïfs, mais ils sont sympathiques, hein, et puis bon, il y a cette idée que ce sont eux les héros de la pièce. Ils vont, améliorer les choses, en Afrique, donc on est vraiment sur une vision globalement positive de ces Mmh. jeunes hommes mormons. Je pense que plus généralement, on n'a même pas vraiment une critique, ni du mormonisme ou même de la religion en général puisque, ce qu'on peut retenir, c'est que si les histoires que nous racontent les religions semblent invraisemblables ou fausses, c'est parce qu'on commet l'erreur de les prendre au pied de la lettre et que la religion, ça aide les gens à mieux vivre leur vie, malgré tout, même si les histoires, semblent invraisemblables et que donc, in fine, c'est une façon de réhabiliter la fonction de la religion. Ouais, c'est vrai.
On notera aussi au passage, hein, qu'il est pas du tout, fait de questionnement, sur le principe même de la mission religieuse blanche en Afrique subsaharienne, ni même sur l'histoire des liens entre mission chrétienne et colonialisme. C'est des choses qui sont, évidemment totalement, évacuées ici, donc ça pose quand même question. Tout à fait, donc une exploration, comment dire? En profondeur de cette pièce que nous apprécions, pour beaucoup d'aspects et qui nous questionne sur d'autres, comme c'est souvent le cas. Ne boudez malgré tout pas votre plaisir Ouais. puisque c'est, une œuvre, vraiment très jouissive. Eh bien, c'est la fin de cet épisode consacré à Book of Mormon. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous mettre des étoiles, notamment sur Apple Podcast. Nous remercions nos partenaires, Tony Comedy et l'Écran Pop. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt! Salut!